Il est 10h ici à Paris, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi, deuxième jour de frappe réciproque entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient. Selon Téhéran, elles ont fait côté iranien 14 morts et 78 blessés. Est-ce la guerre qui reprend ou des entailles au cessez-le-feu? Donald Trump souffle chaud et le froid comme bien souvent. L'Iran qui enterre aujourd'hui son guide suprême après une semaine de célébration, de funérailles plutôt, ne veut rien lâcher sur le détroit d'Ormuz. Et puis la France n'est pas prête à faire face au dérèglement climatique. Les conclusions du Haut Conseil pour le climat qui rend son rapport annuel ce jeudi et dont les mots résonnent particulièrement alors que l'Hexagone, comme une bonne partie de l'Europe de l'Ouest, traverse le 3e épisode de forte chaleur en 6 semaines. On reviendra sur ces titres dans le journal de 11h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, du football. La France et le Maroc ouvrent le bal ce soir des quarts de finale du Mondial 2026. Coup d'envoi, 22h, heure de Paris. Un match très attendu car le Maroc, qui est en très grande forme depuis le début de la compétition, a soif de revanche après la demi-finale perdue face à l'équipe de France au Qatar en 2022. Et puis, n'ayons pas peur de le dire, car les Bleus qui n'ont plus perdu face au Maroc depuis 1998, match amical, font un sans faute eux aussi depuis un mois que le Mondial a commencé. Les Bleus, au premier rang desquels leur capitaine, Kylian Mbappé, très critiqué après une saison compliquée au Real. L'attaquant star de Bondy semble avoir réconcilié tout le monde autour de lui, à l'exception des tenants de propos racistes rances à son égard. Le capitaine des Bleus s'est illustré sur le terrain et en dehors du terrain. Liberté, égalité, Mbappé, c'est Parlons-en aujourd'hui avec Seguir Lazri, Corentin Roland qui nous rejoindra dans un instant, Nicolas Xis-Martov et Benoît Perrochet. Belle parité sur ce plateau. Bonjour messieurs, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour. Bonjour, Seguir Lazri et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes sociologue du sport, journaliste, chroniqueur au Nouvel Obs. On peut retrouver vos chroniques et puis des capsules vidéo aussi sur le site du magazine tout au long de ce mondial. À vos côtés, Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, bien sûr, du Journal des Sports, ici à France 24. Avec nous à distance, Nicolas Xis-Martov. Bonjour Nicolas. Bonjour. Journaliste Assofoot, auteur de Latéral gauche, figure du foot politique qui est sorti aux éditions Libertalia. Et vous faisiez quoi à 27 ans? Meilleur buteur de l'histoire des Bleus, 63 buts en équipe de France, dont 19 en Coupe du Monde et 7 pour celle-ci, 11 doublés, 2 triplés, 1 quadruplé, 103 sélections. J'ai nommé Kylian Mbappé. Que n'avait-on pas dit à son sujet avant le début de la Coupe du Monde, après une saison blanche au Real Madrid, jugé trop arrogant, trop égoïste, isolé dans le vestiaire? Voilà le capitaine des Bleus qui a fait taire les critiques en un mois de compétition, au point que 70 000 personnes, un peu plus même, ont signé une pétition en ligne pour lui demander pardon. Liberté, égalité, Mbappé, c'est Marc Pope qui nous raconte ça en images avant d'en parler ensemble sur le plateau. Lunettes de soleil et casquette vissée sur la tête, les images de Kylian Mbappé grimé en dictateur pullulent sur les réseaux sociaux avant même le début du mondial. Le capitaine des Bleus est alors très décrié face à son manque de résultats au Real Madrid ou pour ne pas assez défendre. Il est aussi souvent dépeint comme autoritaire, arrogant et inefficace. Mais Didier Deschamps, lui, n'a de cesse de défendre son attaquant. Vous faites passer pour un dictateur. Kylian, il a une image pour certains à l'extérieur qui n'est pas du tout la réalité. Et comme je vous l'ai dit, autrement je me tais, je ne vais pas vous dire pour raconter des salades. Depuis le premier jour en stage où il est arrivé avec cet état d'esprit-là. Il y a eu du travail athlétique, il est là. Et il sait très bien aujourd'hui, c'est un joueur hors norme sur le terrain, ça l'a toujours été. Et effectivement, depuis le début du mondial, Kylian Mbappé fait mentir ses détracteurs avec brio. Auteur de 7 buts, il enchaîne les records. Il a ainsi marqué 11 fois en phase à élimination directe depuis la Coupe du Monde 2018. C'est plus à lui seul que toute l'équipe du Brésil sur la même période. Il reste surtout invaincu en Coupe du Monde car la victoire au tir au but de l'Argentine en 2022 est officiellement considérée comme un match nul. Une prestation hors norme qui pousse certains à la contrition. Une pétition en ligne baptisée « Kylian pardonne-nous » présentant les excuses des Français à l'attaquant des Bleus a recueilli plus de 71 000 signatures. Moi, citoyen de la République, je reconnais avoir douté de Kylian Mbappé, fleuron de notre nation et génie du ballon rond. Je retire solennellement chacune de mes paroles malveillantes et lui présente mes plus plates excuses. Tu es l'un des plus grands joueurs français de tous les temps. Je t'aime, Kylian. Tu nous
Une pétition qui s'accompagne aussi d'une chanson qui pourrait bien devenir, en cas de succès des Bleus, la bande-son de cette Coupe du Monde. Pardon Kylian, la France est avec toi. Pardon Kylian, bras croisés comme toi. Le foot il a changé, t'en es devenu le roi. Voilà, Kylian Mbappé, tout est pardonné. Bonjour Corentin Roland. Bonjour à vous. Et bienvenue sur ce plateau, journaliste sportif indépendant. Bah tiens, puisque vous êtes là, vous le trouvez métamorphosé, Kylian Mbappé, depuis le début de la compétition ? Il s'est mis en mode Coupe du Monde, c'est sa compétition avec celle de Lionel Messi. Et c'est vrai que dans les attitudes, y compris sur le terrain, il y a des choses qui ont changé. Déjà, on l'a vu défendre, ce qu'on n'a quasiment jamais vu cette saison en club, ce que les supporters du Paris Saint-Germain, notamment son ancien club, n'ont quasiment jamais vu. Donc c'est vrai qu'il se comporte en capitaine exemplaire. Il est loué par ses coéquipiers et par son sélectionneur pour son attitude. Et déjà que c'est un joueur extraordinaire, il se mue en plus en un vrai leader de cette équipe de France. S'il y a un mea culpa qu'on a vu dans le sujet à l'instant, Benoît a fait avec humour par cette pétition, pardon Kylian, c'est qu'il y avait des critiques. Est-ce qu'elles étaient justifiées ou est-ce qu'elles sont allées trop loin Depuis son arrivée au Real Madrid, c'est le projet du Real Madrid, c'était son projet de vie à lui, un jour de jouer au Real Madrid. Et c'est vrai que depuis son arrivée, c'est plutôt un flop sur le plan sportif. Il n'y a pas eu de grandes victoires, de grands titres. Là, ça a été une saison blanche, une nouvelle fois pour Kylian Mbappé. On l'a dit, en conflit avec d'autres joueurs, avec le vestiaire. Et depuis qu'il a pris conscience qu'il n'y aurait pas de titre cette année avec son club, on sent qu'il est totalement tourné vers cet objectif Coupe du Monde avec les Bleus et que pour l'instant ça joue complètement en sa faveur et c'est l'un des meilleurs joueurs du mondial, sinon le meilleur joueur du mondial, en tout cas le meilleur joueur de cette équipe de France, la tête de gondole de cette équipe de France. Oui Nicolas, je le disais en introduction, avant le début de cette Coupe du Monde, effectivement dont tout le monde dit que la Coupe du Monde c'est sa compétition, c'est son moment. Il était jugé au Real arrogant, égoïste, isolé dans le vestiaire et puis ce côté autoritaire qu'a rappelé Marc Pope dans son sujet avec cette blague d'assez mauvais goût qu'il compare au dictateur Mobutu, dictateur sanguinaire de l'ex-Zaïre, faut-il le rappeler. Bon, on a vu des moments pendant la Coupe du Monde, notamment quand il expliquait où est-ce qu'il fallait enlever l'eau de pluie sur le terrain, que parfois ça lui revenait, mais toutes ces critiques-là, elles étaient justifiées ou c'est parce qu'on adore le détester ? Parce que c'est un grand joueur, donc les grands joueurs forcément ils peuvent être clivants. Mais surtout, faut quand même expliquer, il y a deux Kylian Mbappé, il y a un Kylian en club et ça a toujours été le cas qui a eu toujours du mal à briller. Le PSG avec lui n'a pas eu de C1, etc. Et il y a le Kylian Mbappé de l'équipe de France qui était un autre personnage. La pétition est marrante, mais on ne lui doit pas d'excuses, parce que si Kylian Mbappé est un très grand joueur, c'est grâce à l'équipe de France. Et grâce aux grands joueurs qu'il a autour de lui en équipe de France, notamment en ce moment avec Dembélé, Michael Olise en particulier, qui lui permet de surperformer. Les critiques en club, elles sont toujours justifiées parce qu'après tout, dans la mesure où elles ne basculent pas dans l'insulte et notamment le racisme, mais les critiques en club étaient justifiées sur certains de ses comportements, de ses attitudes, aussi bien au PSG, au Real. Oui, lui a des très bonnes stats, mais le club n'y arrive pas, mais il n'est pas seul responsable. Mais en équipe de France, c'est son monde, et entre guillemets, cette année en particulier, on a l'impression qu'il est à son prime, qu'il est à la fois le capitaine, ce qui n'était pas en 2018, qu'il sait assumer ce rôle parfaitement, et comme j'ai pu le dire, quelque part, cette équipe, et lui en particulier, notamment aussi à travers ses prises de position, il nous rend très fiers d'être français, mais au sens positif du terme, vraiment de manière générale. Il y a un côté gaulliste, mi-quartier, mi-milieu populaire, qui est assez impressionnant à observer chez lui. Mi-gaulliste, mi-quartier populaire là-dessus, Seguir Lazri. Vous êtes d'accord ? Mi-gaulliste, je suis d'accord. Alors, je ne suis pas un spécialiste du gaullisme en particulier. Mi-quartier populaire, effectivement, non, mais il a une trajectoire assez significative dans le sens où justement, il est quand même issu des quartiers populaires, mais en étant un peu un héritier sociologiquement parlant, c'est-à-dire que il dispose de ressources, c'est-à-dire que ses parents, son encadrement en fait lui transmettent tout un tas de ressources à la fois sociales, culturelles ou autres, qui permet à Kylian Mbappé, sur la dimension politique notamment, de pouvoir produire du discours et de pouvoir s'exclamer, ce que ne faisaient sans doute pas les autres joueurs par le passé. Zidane était quand même quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui
Karim Benzema, qui a été beaucoup pris à partie, notamment sur le champ politique, lui, au contraire, n'avait peut-être pas les codes, n'avait pas aussi les codes pour répondre sur ce même plan-là. Kylian Mbappé, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui est capable de pouvoir mobiliser tout un instrument, tout un arsenal de communication pour pouvoir répondre aux procès, alors souvent malmenés, et procès moraux qui lui sont faits. Et c'est en ce sens sans doute qu'effectivement il a une dimension peut-être aussi à la fois supérieure par rapport à d'autres joueurs. Et puis c'est en fait le résultat de tout un processus en fait. Il faut pas se lorgner. Est-ce qu'il a payé le prix de ses déclarations politiques et notamment sur l'extrême droite ? Alors il paye le prix de ses déclarations politiques, notamment sur l'extrême droite, parce que l'extrême droite est d'autant plus puissante aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé. C'est aussi ça qu'il faut prendre en considération. C'est pas simplement le fait que Kylian Mbappé sort un peu de, on va dire, pas de son carcan naturel qui serait le milieu sportif, mais plutôt l'idée que finalement, en fait, notamment le Rassemblement national a toujours capitalisé sur l'équipe de France et notamment sur les joueurs de l'équipe de France en produisant un discours autour de joueurs, notamment pour faire valoir ses idéologies d'intégration, de désintégration, de non-affiliation, d'absence de cohésion. Et c'est en ce sens que finalement Kylian Mbappé, au contraire, lui répond à toutes ces injonctions-là et se défait de ce discours-là. Voilà, des propos qui sont ceux qu'il a tenus au magazine Vanity Fair au mois de mai en disant « Je sais ce que ça signifie et quelles conséquences ça peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux, l'extrême droite, peuvent arriver aux commandes. » Benoît, non, mais ça détonne un petit peu parce que c'est vrai qu'on a souvent pas considéré la parole des sportifs. On a souvent considéré, en tout cas les milieux politiques, que leur terrain de jeu devait se limiter aux sportifs et surtout pas avoir de position, que ce soit sur les questions sociétales, les questions politiques. Et Kylian Mbappé, lui, a pris exactement le pendant inverse en prenant position sur ces questions-là, en affirmant sa position. Et la réponse du Rassemblement national, notamment, ça a été qu'il se limite à son terrain sportif. C'était même une erreur dans l'absolu, parce que en fait, finalement, on avait toujours l'habitude de répondre sur le champ politique, et là, finalement, Jordan Bardella, qui est du coup le chef du parti, lui répond totalement à côté en parlant du Paris Saint-Germain. Et ça montre du coup qu'il finalement, en fait, Kylian Mbappé a gagné finalement sur ce terrain-là, parce qu'il est impossible de lui répondre sur le champ politique, même Kylian Mbappé gagne sur le champ politique. L'argument était très facile, effectivement. Voilà, et il a réitéré cette position politique. S'exprimer sur le champ politique. Jules Koundé, notamment, est très positionné aussi sur différents sujets d'ordre de politique. Il n'est pas le seul dans cette équipe de France. Donc il y a un changement peut-être générationnel. Il y a un changement générationnel. Il y a un changement générationnel parce que cette équipe a appris à savoir ce que c'est que porter politiquement l'équipe de France. C'est-à-dire qu'en 98, quand on arrive et que l'équipe de France devient un vrai sujet politique et que tout le monde s'empare de la question, avec notamment cette grande idée que l'équipe de France est le symbole d'une cohésion sociale, les joueurs se retrouvent en fait adossés à un rôle qui n'était pas forcément initialement le leur, pour lequel ils n'étaient pas nécessairement formés. Et là, en fait, ça a pris peut-être 20 ans, 30 ans aujourd'hui, et pour que finalement, en fait, ces joueurs accumulent un ensemble de ressources, de capacités pour pouvoir répondre et faire face justement à toute cette pression politique. Voilà, pour repréciser la réponse du berger à la bergère de Jordan Bardella à Kylian Mbappé, est-ce que vous disiez qu'il n'avait donc rien à voir avec les propos tenus ? Moi, je sais ce qui arrive quand Mbappé quitte le PSG, le club gagne la Ligue des Champions. Pour revenir sur le terrain du football, voilà, fin de citation. Pour revenir sur le terrain du football et continuer d'explorer pourquoi est-ce que avant la Coupe du Monde, Kylian Mbappé était critiqué. Benoît Perrochet, je crois que vous avez beaucoup à faire, donc vraiment à tout moment, si vous voulez y aller, allez-y. Est-ce qu'en équipe de France, d'une certaine façon, Corentin, Nicolas, mais peut-être Corentin pour commencer, il a souffert de sa précocité. Première sélection, il avait 18 ans. Il a gagné la Coupe du Monde, il me semble, il avait 18 ans d'ailleurs, en 2018. Il a 27 ans aujourd'hui, mais d'une certaine façon, ça fait presque 10 ans déjà qu'il est en équipe de France. Il a une position un peu compliquée face à des plus jeunes, peut-être, non ? Je crois pas qu'il ait souffert de sa précocité. Lui-même avait dit dans une formule qui est restée célèbre, il fallait pas lui parler d'âge et toujours, lui, a placé les attentes aussi autour de lui comme étant fortes. Il les a toujours assumées. Et en équipe de France, il les a toujours assumées. Maintenant, il y a une différence aujourd'hui entre le football de sélection, qui est un football sur des tournois, sur 8 matchs, où il faut être très efficace et où donc les individualités comme celle de Kylian Mbappé
peuvent devenir encore plus importantes qu'en club, là où la tendance en club sur les dernières saisons, c'est plutôt autour des équipes comme le Paris Saint-Germain, autour d'identités collectives extrêmement fortes. Il n'y a pas de star, la star c'est l'équipe. Il peut y en avoir, Ousmane Dembélé aujourd'hui c'est une star, Kvaratskhelia c'est une star, c'est vrai pas dans la dimension de Kylian Mbappé, mais ce sont quand même des stars du foot, des joueurs qui ont été payés très cher. Maintenant, le football de club valorise cette identité collective, là où le foot de sélection laisse plus de place justement au talent intrinsèque des joueurs. Et Kylian Mbappé, on peut pas dire que son histoire soit contrariée avec les Bleus. Il a été toujours performant lors de toutes les Coupes du Monde. Il était déjà très performant en 2022, même si la France n'a pas gagné, il a été héroïque en finale. Il était déjà très performant en 2018. Donc son image aujourd'hui plus contrariée est surtout liée à son histoire en club où il n'a pas gagné la Ligue des Champions, plutôt qu'à celle en sélection si on reste cantonné au terrain. Benoît, encore un mot ? Oui, non, juste pour dire que aussi cette équipe de France, elle a un peu changé de philosophie dans cette Coupe du Monde. On sait que c'est la dernière de Didier Deschamps avec les Bleus. On l'a critiqué aussi Didier Deschamps à de nombreuses reprises sur la qualité du jeu produit, pas assez offensif, pas du jeu champagne. Ouais, voilà, pas suffisamment porté vers l'attaque. Là, cette équipe de France, elle est peut-être un peu déséquilibrée, mais totalement portée vers l'attaque. Et ça, forcément, ça contribue aussi aux belles performances de Michael Olise et forcément de Kylian Mbappé, puisque c'est tout un groupe qui est tourné aussi et qui joue autour de Kylian Mbappé. Encore un mot, merci beaucoup Benoît. Merci et on vous retrouve à 13h30 dans le club du Mondial avec Elisabeth Alain. Encore un mot sur les critiques à l'égard de Kylian Mbappé. Le foot et l'argent, c'est une vieille histoire. Est-ce que lui, il a pu souffrir aussi, plutôt côté club, d'un salaire mirobolant, 32 millions d'euros par an, d'une figure peut-être un peu... non, mais moi, ce qu'on peut voir, c'est quand même que le marché du football, le marché du travail footballistique a totalement changé. Aujourd'hui, un joueur qui a de l'importance, un joueur qui va prendre une grande part dans le champ de la visibilité, ce sont des jeunes joueurs. Et le but et toute la mécanique est d'aller chercher, en quelque sorte, le nouveau talent. Et Kylian Mbappé, en fait, il a fonctionné sur le régime de la promesse. C'est-à-dire que quand on le recrute au PSG, on ne le recrute pas nécessairement parce qu'il a gagné énormément de titres, on le recrute parce qu'il va pouvoir apporter au PSG le titre qui lui manque. Et c'est cette promesse sur laquelle en fait, on fonde le marché du travail. Et aujourd'hui, vous avez d'autres joueurs. Et Kylian Mbappé, maintenant, à 27 ans, il est devenu même un vieux joueur en quelque sorte, parce qu'on a des regards qui sont portés vers d'autres joueurs dans d'autres sélections ou d'autres clubs. Et le marché du travail, c'est plutôt ancré sur l'idée d'une économie de la promesse et du talent de la promesse, mais plus du tout vraiment sur un joueur qui aurait emmagasiné tout un tas de palmarès. Un joueur qui coûte cher aujourd'hui, c'est un joueur qui va potentiellement vous faire gagner plutôt qu'un joueur qui a déjà gagné des choses. Voilà, et en l'occurrence, la promesse n'avait pas été tenue. En tout cas, il est parti du PSG. Il y a une effectivement, et surtout, il y a une promesse aussi politique, c'était de dire que l'Île-de-France est un vivier de production de joueurs de football, et l'idée, c'était de ramener un joueur qui venait de l'Île-de-France et d'en faire l'icône, en quelque sorte, du PSG. Il y avait une dimension aussi un peu de promesse politique qui n'a pas été faite. Le PSG gagne la Ligue des Champions avec très très peu de joueurs issus de l'Île-de-France, finalement. Même Dembélé, Doué ou autres sont issus Dembélé d'Évreux, Doué de Angers. Donc en fait, ils ne représentent pas du tout l'Île-de-France. Et pourtant, c'était la promesse du PSG de se dire que en fait, les talents n'allaient pas fuir ailleurs, mais qu'au contraire, on allait capter. Bon, pour revenir sur la sélection nationale, sauf si vous voulez dire quelque chose là-dessus, Corentin, sur la sélection nationale et donc le parcours, Nicolas, de Kylian Mbappé jusqu'ici en Coupe du Monde. On l'a dit, la Coupe du Monde, c'est son truc. Il le dit d'ailleurs, lui-même. Comment expliquer ce sans faute jusqu'ici, tant sur le terrain qu'en dehors des terrains ? En dehors du terrain, c'est là, on va pas répéter, mais c'est l'énorme maîtrise qu'il a de son rôle et de la place qu'il occupe, y compris dans le champ politique et social français. On voit bien que chacun de ses tweets sont particulièrement, ou ses expressions publiques sont particulièrement calibrées. Il sait ce qu'il a à dire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sincère, bien au contraire. Ça, c'est l'aspect, on va dire, le théâtre. Mais pour revenir au jeu et pour revenir à ce qui se passe en équipe de France, il y a effectivement le fait que clairement il prend un énorme plaisir à être dans ce groupe et qu'il a retrouvé beaucoup d'automatisme et d'envie, mais il ne faut pas oublier l'ensemble de l'équipe. Et moi, ce groupe, cette section nationale, elle me fait beaucoup penser à l'équipe de France de 84 qui avait remporté de manière brillante et extraordinaire l'Euro, et qui était le premier titre qu'on n'ait jamais empoché. Et il y avait un phénomène devant, c'était Michel Platini qui était à la fois le maître d'œuvre du jeu et en même temps celui qui marquait le plus de buts. Je crois qu'il en a inscrit 9 durant la compétition et il y avait peu de matchs. Là, on a la chance d'avoir un agrégat de Michel Platini avec d'un côté Kylian Mbappé qui marque et un Michael Olise qui est un créateur de jeu et un artiste. C'est quelque chose aussi qui explique l'engouement autour de nos Bleus, parce qu'ils ont un ensemble de talents et de créativité
qui est assez rare et lié aussi au fait que, mais parce que Didier Deschamps est quelqu'un de très intelligent, quand il jouait défensivement, c'est parce que le noyau dur de l'équipe de France, on a tous oublié en 2018 par exemple, c'était quand même derrière, comme en 98 d'ailleurs, c'était la force du football français, c'était ses défenseurs qui étaient des arbres, rien de passé. Là, il sait qu'il a une forte attaque incroyable, des joueurs qui peuvent tous prétendre au Ballon d'Or, donc à un moment, il s'est adapté. Et Kylian Mbappé, il est... comment dirais-je, la tête de gondole, mais de cette extraordinaire aventure pour l'instant, parce que on va pas préjuger de ce qui peut se produire ce soir, le Maroc. Pas du tout. Hypothéquons pas, et on viendra sur le Maroc qui est très fort aussi, qui a fait jusqu'ici une belle compétition. Corentin, alors à quoi doit-on ce succès jusqu'ici de Kylian Mbappé avec les Bleus? C'est vrai qu'il y a derrière lui Didier Deschamps qui le soutient sur le fond, sur la forme, et qui l'auréole tout en le faisant avec prudence. Il y a une espèce de d'alchimie qui se crée entre deux. Nicolas évoquait ses coéquipiers, Dembélé, Michael Olise, qu'est-ce qui joue tout ça à la fois, j'imagine? Oui, bien sûr. En fait, il y a tout un contexte favorable pour Kylian Mbappé, à savoir déjà donc un collectif qui tourne autour de lui et avec lui, pas seulement autour de lui. Et c'est vrai que la présence de Michael Olise a changé énormément de choses. On a parfois eu du mal, pas toujours, mais à avoir une complémentarité entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui étaient deux immenses joueurs. Antoine Griezmann n'est plus là, on s'est demandé comment on allait remplacer une telle légende. D'ailleurs, il a singulièrement disparu, Antoine Griezmann, on ne l'a pas vu depuis... Oui, il n'est même pas dans le paysage, là on ne l'a pas vu au match, ce sera peut-être le cas d'ailleurs, je crois qu'il avait prévu de venir d'ici la fin de la compétition, parce qu'il vit maintenant aux États-Unis. Mais Michael Olise, il est parfaitement adapté de par ses qualités footballistiques au jeu de Kylian Mbappé. Et d'ailleurs, les deux se trouvent énormément, puisque Michael Olise est le meilleur passeur de la Coupe du Monde, et il a délivré un certain nombre de cadeaux pour Kylian Mbappé. Donc il y a tout un contexte dans le jeu, par son sélectionneur également, vous avez raison, Didier Deschamps, qui met Kylian Mbappé en valeur. Et puis, oui, il y a cette faculté à lui prendre le poids du pays sur ses épaules. Il est extraordinairement habile en conférence de presse, ça on en a parlé, mais c'est lié aussi à son rôle sur le terrain. C'est plus facile d'être exemplaire en conférence de presse quand vous l'êtes déjà sur le terrain. Et pour l'instant, sur ce début de compétition, Kylian Mbappé, je l'ai vu faire des sprints défensifs que je ne suis pas sûr d'avoir vu lors de son année en club au Real. C'était peut-être pas demandé par son entraîneur, mais ce qui est sûr, c'est que de par les discussions avec ses coéquipiers dans la presse, notamment à l'équipe, était évoquée une discussion en début de tournoi avec Ousmane Dembélé, qui lui connaît le rôle défensif qu'il a au Paris Saint-Germain et le fait de devoir se sacrifier pour l'équipe. Et je ne sais pas si c'est cette discussion-là qui a eu un poids sur Kylian Mbappé, si c'est simplement la prise de conscience de son importance dans le collectif et de l'importance en tant que capitaine de montrer l'exemple. Ce qui est sûr, c'est que ce rôle-là sur le terrain le rend aussi plus crédible en dehors, parce que Kylian Mbappé, là, il est capitaine exemplaire jusqu'au bout. Et pour l'instant, oui, c'est peut-être avec Lionel Messi, en tout cas, on ne va pas choisir et essayer de trancher le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Ils ont un but d'écart, je crois, dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il en est à 19 et Messi à 20. Il ne jure, pour revenir sur les critiques qui lui avaient été faites avant la compétition, être habité par aucun sentiment de revanche. Si tu commences à jouer pour tous les gens qui te critiquent, pour les faire taire, eh bien, il faudrait jouer jusqu'à 80 ans. Et c'est ce qu'il avait dit avant le premier match des Bleus contre le Sénégal. On peut imaginer qu'il a quand même 2-3 comptes à régler, notamment du côté du Real. Il a 2-3 comptes à régler. Bon, je sais pas du tout, franchement. C'est pas un moteur, ça peut pas être un moteur, ça. Non, je ne pense pas que c'est un moteur. Et puis en plus, il fait partie effectivement d'une génération qui a l'habitude quand même de gérer tout cet aspect-là, cet aspect de communication. Je pense pas qu'il y a une véritable revanche à prendre. Il sait que il sait ce qu'il vaut. C'est vrai qu'on l'a expliqué déjà, c'est le Real Madrid, c'est un long projet de carrière, c'est une trajectoire qu'il avait voulu. Non, il est pleinement dans la maîtrise. Après, ce qu'on peut dire sur Kylian Mbappé, moi je pense, c'est que il est agent de certaines valeurs. C'est-à-dire que c'est lui qui devient le moteur principal de l'environnement dans lequel il va vivre et il va surtout exceller. On pense notamment, on fait la comparaison entre le Real Madrid et l'équipe de France. Il faut se souvenir quand même qu'en équipe de France, il a quand même négocié les droits à l'image, il a joué sur le rôle des partenariats de l'équipe de France, donc en fait il a son mot à dire. Il n'est pas simplement un simple joueur dans une espèce de rouage. Il gère aussi la qualité des gazons. Il gère aussi la qualité des gazons. Il voit la qualité des gazons. Bon, ça c'est plus pour un aspect beaucoup plus sportif, mais sur la question de l'équipe de France, enfin vraiment là pour le coup il a pris les rênes, parce que c'est une puissance de visibilité. Il est quand même dans une espèce d'économie et de marché de la visibilité qui est quand même assez impressionnant, qui est le propre aujourd'hui des athlètes de haut niveau, c'est-à-dire que les athlètes ont en eux-mêmes une puissance de
une puissance de communication beaucoup plus impressionnante qu'elle ne l'était par le passé. Et en ce sens, en fait, Kylian Mbappé va jouer de ce rouage-là pour pouvoir effectivement un peu ajuster le monde du football à sa mesure et surtout à son champ d'action. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait comparable sa situation en sélection et celle au Real Madrid, y compris sur le terrain. Le collectif du Real a été aussi largement défaillant cette année. Il n'y avait pas que Kylian Mbappé comme problème principal. Il a marqué énormément de buts. Et donc, évidemment, en équipe de France, il profite d'un collectif aussi beaucoup plus solide que... Et puis, il y a toujours cette guerre entre l'institution ou pas. Enfin, ce qui est dit souvent, c'est que le Real Madrid est tellement une institution footballistique importante, historique, que effectivement, c'est très compliqué de se mettre au-dessus de l'institution. Mais mener un collectif, quel qu'il soit, c'est compliqué. De surcroît, quand il y a derrière vous 68 millions de sélectionneurs d'un soir. C'est vrai qu'en cela, le match, Nicolas, du week-end dernier contre le Paraguay, c'était un peu un test. Match extrêmement tendu où à tout moment, ça aurait quand même pu partir en bagarre générale. Kylian Mbappé, on l'a beaucoup dit, on ne va pas y passer 2 heures, mais il a été plus que marqué au-delà de ce que le foot normalement permettrait. On l'a vu avec ce sourire un peu narquois, tensé comme ça, les joueurs du Paraguay. Est-ce que c'est lui qui a permis à ce que le match ne parte pas, je cherche l'expression, en cacahuète? En sucette, en cacahuète. Alors d'abord, lui, clairement, il a été un leader sur le terrain à ce moment-là. C'était un match horrible. D'ailleurs, à tel point qu'on a oublié de parler de foot. C'est-à-dire qu'on n'est même pas venu sur le terrain de l'inefficacité de l'attaque française, etc. On a très bien vu que c'était devenu autre chose. Il évolue quand même dans un collectif. Là, on l'a répété, il faut le dire, il n'y a que des très grands joueurs. Il n'y a que des gens qui évoluent au Bayern, au Paris Saint-Germain, qui est champion d'Europe, au Real de Madrid, ou dans ce type d'institutions, pour reprendre l'expression qui a été employée. Donc ils ont l'habitude du très haut niveau et ils ont parfois l'habitude, et par ailleurs même au fil de leur vie de footballeur, y compris quand ils ont commencé dans des niveaux beaucoup plus modestes, de ce type de match. Ce qui a été exceptionnel, c'est de voir comment ils ont conservé leur calme, ce qui leur a permis de gagner. C'est-à-dire que s'ils avaient dévissé un moment, s'ils étaient rentrés dans le jeu des Paraguayens, je pense qu'ils auraient été malheureusement éliminés. Mais Kylian Mbappé, à ce niveau-là, c'est ça qui est intéressant avec le personnage. Il a vraiment endossé un nouveau costume dans cette Coupe du Monde qu'il n'avait pas dans les précédentes. Il est devenu le visage en fait de cette assurance, parce qu'il y a beaucoup de vanité et d'orgueil dans l'équipe de France aujourd'hui, et en même temps de cette confiance collective. Et il sait, vous l'avez employé l'expression, mais il sait qu'il y a derrière lui 60 millions de personnes qui désormais font bloc. Et c'est assez exceptionnel la période qu'on vit. On va voir qui va se produire parce qu'elle est conditionnée aux résultats sportifs, mais je pense qu'elle aura aussi des impacts, si on va jusqu'au bout et qu'il y a un titre, en termes politiques et sociaux. Et un des aspects essentiels à retenir, ça sera le rôle qu'aura joué Kylian Mbappé. Maintenant, je répète, il ne faut jamais parier sur les compétitions. Le football reste entre guillemets un jeu et un match. Bien sûr, ça ne veut pas dire que pour l'OTAN, jusqu'ici, il n'est pas démérité. Ça n'augure rien de la suite. Encore un mot sur le Paraguay, le match contre le Paraguay. La réaction d'Mbappé, ces mots après les propos, j'allais dire d'un autre temps. Malheureusement, ils ne le sont pas, mais disons les propos racistes rances de cette sénatrice paraguayenne. Là encore, il a eu la bonne réponse, le bon comportement. Oui, il est rentré dedans en fait, très frontalement, et effectivement, il a eu les bons mots. Mais c'est pas anodin, c'est-à-dire que Kylian Mbappé, il est aussi, comme je le disais, formé à ce genre de choses-là. Il sait très très bien réagir sur ce sujet-là. Il sait très bien que ce sujet a une importance considérable. Mais ce qu'il nous montre en fait à travers ce propos, c'est qu'il montre aussi dans quelle Coupe du Monde il est. C'est-à-dire qu'il sait l'atmosphère dans laquelle la Coupe du Monde s'est déroulée. Il y a énormément de scandales, notamment liés, on pourra en parler des heures, mais justement le fait de refouler un arbitre somalien, le fait d'avoir la pression de la ICE concernant l'ambiance et les stades, effectivement, et la grosse pression mise sur les travailleurs migrants aux États-Unis. Donc, en fait, là, au-delà de la réponse simple à une politique qui aurait des propos d'extrême droite, comme il en a subi par le passé, c'est pas neuf chez Mbappé. Il faut se souvenir aussi à l'Euro, il faut se souvenir dans d'autres événements où il a pris comme des insultes de manière récurrente, et même ses coéquipiers. On parle du Real Madrid, Vinicius, prenait des coups de singe. Enfin, vraiment, c'est une cohorte. Non, là, vraiment, ce qu'il a montré à travers ce propos, c'est plutôt l'idée de dire que
il sait que cette Coupe du Monde est un peu une internationale réactionnaire. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un va dire quelque chose et il va y avoir un écho considérable et c'est le moyen de faire résonner une idéologie. Et Kylian Mbappé se positionne contre cette idéologie réactionnaire. Moi, je pense qu'il est un peu internationaliste, Kylian Mbappé, dans cette déclaration. Non, mais il est temps surtout qu'on passe à autre chose. Ouais. On a vu la sénatrice paraguayenne en remettre une couche. Ouais. une couche. Il est temps que cette personne soit vite oubliée et retourne à son anonymat ou du moins sur la scène internationale. Mais c'est vrai qu'il a trouvé la juste mesure, d'autant que Didier Deschamps n'aime pas que ses joueurs s'égarent sur d'autres considérations que le pur terrain lors des compétitions. Là, évidemment, ça prenait une autre importance. Il devait réagir à Kylian Mbappé, mais voilà, en un seul courrier, en quelque sorte, il a réglé l'affaire. Alors qu'elle n'en finit plus de faire des réponses, des contre-réponses, exactement, etc. des droits, des demandes d'excuses, etc. Ouais. Et au bout d'un moment, voilà, je pense que Kylian Mbappé, il est passé, lui, à autre chose, et il est temps qu'on oublie cette Alors justement, à ce propos, il va jouer ce soir, au cas où vous l'auriez, ça vous aurait échappé, contre le Maroc avec les Bleus et contre son meilleur copain, Achraf Hakimi, rencontré lors des heures au PSG. Ce n'est pas mon pote sur le terrain, a dit Hakimi avant le match. Voilà pour l'ambiance qu'on imagine meilleure quand même que samedi dernier contre le Paraguay. Ce match donc contre le Maroc, premier quart de finale de cette Coupe du Monde 2026, un remake. La demi-finale 2022, remportée à l'époque par l'équipe de France, qui n'a plus perdu face au Maroc depuis 1998. C'était un match amical dont la statistique est plutôt favorable aux Bleus, mais il se méfie. Écoutez depuis Boston, Cédric Ferreira. Un match entre amis, sauf qu'à la fin, il y en aura un des deux qui sera déçu, forcément. La France et le Maroc se connaissent très bien. Ce sont déjà deux nations qui se sont affrontées il y a 4 ans au Qatar, lorsque les Bleus avaient éliminé les Lions de l'Atlas en demi-finale. Un match entre amis aussi, parce que beaucoup de joueurs se connaissent. Certains ont fréquenté les sélections en jeunes, ont fréquenté les mêmes centres de formation et les mêmes clubs. Et même dans la vie privée, il y en a certains qui sont très amis, comme Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Les deux joueurs se sont côtoyés sous le maillot du Paris Saint-Germain, mais l'amitié sera mise de côté au coup d'envoi de ce quart de finale de Coupe du Monde. Il y a un enjeu extrêmement important, une qualification en demi-finale. Pour les Lions de l'Atlas, cela veut dire égaler le même parcours qu'il y a 4 ans, un parcours historique, le meilleur pour le Maroc et pour une nation africaine. Pour cette rencontre, les Bleus sont quasiment au complet. Il devrait manquer un joueur, c'est Aurélien Tchouaméni, le cadre de l'équipe de France, pièce essentielle du milieu de terrain. S'était blessé à l'entraînement avant le 8e de finale contre le Paraguay. Il a participé au tout dernier entraînement, mais visiblement, il ne sera pas prêt à temps et devrait donc démarrer cette rencontre sur le banc de touche. Du côté des Lions de l'Atlas, la confiance est totale avec un excellent parcours jusqu'ici. Dernière démonstration en date, cette victoire 3-0 contre le Canada en 8e de finale. Seul point noir, l'absence très probable d'Ismaël Saibari, l'attaquant marocain, meilleur buteur jusqu'ici du Maroc avec 3 réalisations dans cette Coupe du Monde. Il s'est blessé lors du dernier match précédent face au Canada, blessure musculaire. Pour l'instant, le secret est bien gardé, mais a priori, il ne sera pas non plus remis à temps et devrait être forfait pour ce match face à la France. Deux équipes qui visent donc cette qualification en demi-finale et qui espèrent voir leur parcours continuer dans cette Coupe du Monde. Ça va se dérouler dans le stade que vous voyez derrière moi à Boston. Le plan parfait pour les Bleus qui avaient tout calculé pour rester sur la région Est des États-Unis pour maximiser les temps de repos. Jusqu'ici, l'objectif a été accompli avant cette rencontre contre le Maroc. Voilà. Très forcé bleu, même sur la carto. Les Marocains qui pourront compter notamment sur Ayoub Boadi, 18 ans, joueur du LOSC, voilà, qui nous rappelle une précocité qui nous ramène à Kylian Mbappé. Mais pour parler des Bleus, Nicolas, j'ai bien compris qu'on n'hypothéquait pas l'avenir et qu'il ne fallait pas partir trop confiant. Sur la composition, donc en l'absence a priori de Tchouaméni, ce sera la même que celle contre le Paraguay ? Je pense parce que Didier Deschamps aime bien la stabilité. Moi, je ne veux pas m'aventurer à sa place parce qu'une fois encore, il peut toujours nous surprendre. Il joue beaucoup sur le fait qu'il a un noyau dur et des remplaçants de très haute qualité qui seraient titulaires dans n'importe quelle autre équipe. Face au Maroc, c'est deux équipes qui se connaissent excessivement bien. Hein. D'abord parce que énormément de footballeurs marocains ont été formés ou jouent en France. C'est une des particularités. Parce que par ailleurs, c'est un football qu'on regarde beaucoup ici et on a une grosse communauté marocaine en France. Le papa de 2 binationaux que je suis, Dieu sait qu'il connaît la problématique des 2 affiliations. Mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on est quasiment face à, je dirais pas un derby, mais c'est vraiment 2 pays football très liés
en termes de formation et de composition et de jeu. Vous avez cité le cas de Hakimi et de Kylian Mbappé qui ont joué très longtemps ensemble au Paris Saint-Germain. Le nombre de footballeurs marocains qui sont passés par les centres de formation et qui sont issus de la binationalité française ou belge ou des Pays-Bas ou de l'Espagne, ce qui est le cas d'Hakimi, sont assez impressionnants. Donc on va avoir un vrai choc parce que le Maroc, et je le répète, c'est devenu une grande sélection nationale. C'est une équipe qui est toujours dans le top 8 mondial aujourd'hui. Et donc on n'affronte pas c'est plus la surprise de 2022. C'est une équipe confirmée qui a l'habitude de ce genre de choc. Je pense que c'est pour cette raison que Didier Deschamps va sûrement privilégier la stabilité au départ, en tout cas. Maroc 6e au classement FIFA. On n'ose plus parler de la CAN, finaliste en tout cas de la CAN avant la décision finale du tribunal arbitral du sport. Ça promet un gros match. C'est sûr que c'est le plus gros adversaire que l'équipe de France a eu à affronter jusqu'ici, parce que la Norvège avait aligné son équipe bis, le Sénégal, on l'a vu, a fait une compétition plutôt décevante, et le Paraguay et la Suède, c'était pas du même ordre. Toutefois, il faut quand même nuancer en rappelant que l'équipe de France reste favorite de ce rendez-vous, parce que ses joueurs sont meilleurs sur le papier. Ça présage une nouvelle fois de rien, mais évidemment que l'équipe de France ne va pas se tromper de statut, que c'est l'équipe de France qui aborde ce rendez-vous-là dans la peau d'un potentiel vainqueur de la Coupe du Monde, ce que n'est pas encore le Maroc. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de talent dans cette équipe du Maroc, et il y a une équipe qui est extrêmement costaude collectivement. Ça, c'est vraiment la grande force du Maroc depuis 3-4 ans, d'avoir un socle de joueurs qui se renouvellent, d'avoir une identité de jeu en plus qui se stabilise au fur et à mesure des années. Et donc cette équipe du Maroc, oui, elle est vraiment capable de poser des problèmes à l'équipe de France, d'autant que certains joueurs, oui, connaissent bien la France. C'est le cas d'Ayoub Boadi, par exemple, qui est un exemple de cette politique du Maroc. Le Maroc est parvenu à convaincre un joueur qui aurait pu jouer pour l'équipe de France, qui est très jeune, qui a énormément de potentiel international. Pur produit de la formation française. Exactement, et le Maroc est parvenu à convaincre Ayoub Boadi de rejoindre son équipe nationale. Ça dit beaucoup, je trouve, de cette... la séduction que l'équipe peut opérer chez les joueurs. La compétitivité du Maroc. Faut-il y voir une forme de malice? La rencontre ce soir sera arbitrée non pas par 1 mais par 5 Argentins. Malice peut-être de la FIFA qui avait choisi un arbitre français pour le match Argentine-Égypte, remporté par les coéquipiers de Lionel Messi. On écoute ce qu'en disait hier soir en conférence de presse Didier Deschamps. Voilà, il y a des désignations, on ne peut rien y faire. Donc après, je fais en sorte de faire confiance aux arbitres. J'espère que M. Théo et ses assistants qu'on aura demain soient aussi bons que M. Le Texier et ses assistants qui ont arbitré un autre match. Évidemment, il y a toujours des décisions qui peuvent amener à discussion. Tout dépend de quel côté on se situe. Mais moi, je considère que l'adversaire, c'est le Maroc. Je ne vais pas considérer l'arbitre comme un adversaire. Bien au contraire, il est là pour faire en sorte d'appliquer le plus justement possible les lois du jeu. Bon, la FIFA, Seguir Lazri s'est quand même illustré, et son patron Infantino, meilleur ami de Donald Trump depuis le début de la compétition. On en avait déjà largement parlé, on continue à en parler depuis le début de la compétition. Autre illustration d'une forme de malice, le fait que le carton jaune controversé attribué à Michael Olise n'ait pas été retiré, quand le carton rouge contre l'attaquant américain Folarin Balogun, lui, il l'a été, ce qui n'a pas permis aux Américains toutefois de poursuivre dans la compétition, histoire de karma sans doute. Il y a quelque chose de l'ordre du malaise quand même autour de la FIFA. Là, cette Coupe du Monde, elle est radicale sur ce plan-là. Bien sûr qu'il y a un malaise profond, mais il y a un malaise déjà d'emblée. Enfin, moi, ce qui est surprenant dans cette Coupe du Monde, c'est que le malaise s'est installé avant même que le coup d'envoi soit donné. En fait, il y a une mainmise de Donald Trump, de son gouvernement. Il y a un poids qui est considérable sur les institutions sportives, pas simplement que la FIFA. Pour rappel, les tests de féminité sont rétablis aux Jeux Olympiques pour 2028, alors qu'ils avaient été prohibés il y a 30 ans, parce qu'il y a une peur totale de scandale, de remise en cause de la bicatégorisation des athlètes. Enfin, il y a tout un procédé qui font que finalement, même Donald Trump n'a plus rien à faire. Parce que ce qui est très surprenant,
qui plus est, c'est que Donald Trump n'apparaît pas à la Coupe du Monde. C'est qu'on l'a pas vu. Il n'a pas assisté à un seul match. Un seul match, on le voit pas. Il est très en retrait de tout ça. Mais néanmoins, derrière, partout, effectivement, néanmoins derrière, ça mainmise le poids de son de sa présence, de sa politique, est quand même écrasante sur les institutions. Ça, c'est évident. Corentin. Mais autant sur, par exemple, la décision de retirer le carton rouge à l'attaquant américain Folarin Balogun, on pouvait y voir un scandale de la corruption. Autant je n'ose imaginer sur le sujet que vous évoquez préalablement le fait de désigner un arbitre argentin change quelque chose de la même manière que désigner un arbitre français pour arbitrer l'Argentine n'a absolument pas. Bien sûr. Et sur le jaune sur Michael Olysée Alors le carton jaune, effectivement, il était sévère, et maintenant les sélectionneurs ont voulu s'engouffrer dans une brèche créée justement par Donald Trump. Il fallait tenter le coup. Enfin, c'est pas la même méthode là pour le coup. Ils ont fait une demande officielle auprès de la FIFA. Il n'y a pas eu un coup de fil ces demandes normalement Emmanuel Macron. Jamais, ou très rarement. Voilà, moins d'un immense scandale. C'est vrai qu'il n'y avait pas du tout faute et pas carton jaune. Mais surtout, en plus, on pensait pas que finalement qu'il y aurait une autre forme d'ingérence. La question de l'arbitre somalien a causé tellement de tort, notamment la FIFA, qui avait du mal à se dépatouiller de cette histoire, qu'on s'est dit que c'était fini, qu'il y aurait plus que la compétition, une fois commencée, ne subirait pas les foudres de Donald Trump. Et là, en fait, non. Ce qu'on voit, c'est que non. Alors, effectivement, je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Un carton jaune, ça s'annule pas comme ça. Un carton rouge non plus. Mais pour le coup, là, pour le coup, si. Mais c'est vrai que là, cette idée qu'on s'était dit, il est où en fait? Mais il est toujours là en fait. Mais une nouvelle fois, le fait de désigner un arbitre argentin, les arbitres ne tiennent pas compte. Vous n'y voyez pas une forme de malice que ce soit des Français pour le match de l'Argentine et des Argentins. Il y a peut-être une malice dans la désignation. Ce qui est sûr, par contre, c'est que sur le déroulé de la rencontre, je n'ose imaginer qu'un arbitre argentin ne vienne prendre des décisions en défaveur des Français sciemment. On en reparlera justement, on espère qu'il fasse comme l'arbitre justement français, qui est plutôt était qu'un peu clément avec les Argentins. Voilà, on a. 5 Argentins, ils seront l'arbitre et tous ces aides. Nicolas, on a fait cette émission juste avant, je crois que le jour du lancement du mondial, vous et moi, sur la mainmise de Trump et sa bromance avec le patron de la FIFA, Infantino, qui a quand même beaucoup de casseroles et pas que sa relation avec le président américain. Est-ce que vous êtes étonné de la façon dont les choses se sont passées depuis un mois ? Comme il a très bien été expliqué, Donald Trump n'a même pas besoin de pointer le bout de son nez, en fait. Par ailleurs, pour l'histoire du carton rouge qui n'a pas été annulé, mais qui a été mis en sursis, avec un point de règlement dont personne n'avait connaissance jusqu'à présent, c'est son administration qui s'est mobilisée. Ce qui est frappant avec Donald Trump, mais au moins, je le reconnais ce mérite-là, c'est que c'est pas camouflé. Il a clairement fait une intervention publique en disant « J'ai appelé Infantino, parce que il fallait l'annuler, j'ai décidé qu'il fallait l'annuler. » Donc, je pense que ce genre de pression a pu exister par le passé, mais comme il le fait dans le reste du champ diplomatique ou même en politique intérieure, il ne prend pas de gants, il dit les choses clairement et comme il le rappelle régulièrement, c'est lui le boss. Maintenant, sur le déroulement de la Coupe du Monde, on voit bien que c'est le terrain malgré tout, je ne dis pas qu'il lui donne tort, mais que ça soit l'itinéraire du Cap-Vert qui a été, entre guillemets, la belle histoire de cette Coupe du Monde, les festivités qu'ont su organiser les immigrés haïtiens autour de l'équipe nationale puisque les supporters ne pouvaient pas venir, l'élimination de l'équipe des États-Unis de manière magistrale par une Belgique derrière laquelle toute l'Europe était. Il faut quand même le dire, pour des raisons que je n'ai pas besoin de préciser. Ça ne se produit pas exactement, ce n'est pas le scénario dont il rêve. Et je ne suis même pas certain, mais on ne sait pas, on verra comment va se dérouler la finale. Si c'est une finale entre l'équipe de France et l'Argentine, est-ce qu'il va même simplement pointer le bout de son nez pour remettre, comme il a promis d'être celui qui remettra la Coupe du Monde, ce qui n'était jamais arrivé? Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il aura le temps? Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il aura une partie de golf. Je pense qu'à la fois, il a manipulé et utilisé la Coupe du Monde à sa manière, effectivement, à travers des politiques. La politique d'immigration, elle n'est pas née avec la Coupe du Monde, la politique d'immigration de Tom, mais il l'a appliquée sans faillir. Et je pense que cette Coupe du Monde, à la fois, il l'a utilisée pour lui-même, et en tout cas en appliquant ses méthodes et en montrant son mépris du monde, et notamment de l'Europe, mais il s'en moque. Il s'en moque qu'en même temps, il a témoigné d'un mépris pour le soccer qui était assez hallucinant. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on attendait, qu'il fallait prévoir. Et je pense que malheureusement, Gianni Infantino sera réélu à la prochaine assemblée pour la prochaine élection parce que le football est largement défaillant sur ce point de vue. Et ça ne date pas d'ailleurs de cette Coupe du Monde, ni encore moins de Gianni Infantino, contrairement à ce que ça essaie de faire penser Sepp Blatter. Par applaudissement peut-être, comme ça l'a été lors de sa dernière réélection. Ça serait logique, hein. Pourquoi faire semblant? Pourquoi faire semblant? Ça n'a pas entaché la fête,
parce que Oui. Nicolas a évoqué les Haïtiens, on pourrait parler des Sénégalais sûr. qui eux non plus n'ont pas pu venir aux États-Unis supporter. Et bien sûr, parce qu'il y a une dimension intrinsèque au football, finalement, à ce spectacle, qui finalement joue avec les émotions humaines. C'est-à-dire que quand vous regardez un match de football, vous vivez l'ensemble des émotions et en fait, ce qui se joue dans le football, c'est un peu notre imaginaire. Et parfois, cet imaginaire, il porte sur d'autres choses que Donald Trump refuse, c'est-à-dire un sentiment de solidarité, d'abnégation, de refus face à des formes de domination. Donc, en fait, il y a un jeu dans le jeu et il y a une autre lecture qui s'offre et parfois le football va à contrario finalement de toute la politique qui est menée autour, et ça c'est plutôt la beauté même du sport dans sa globalité. Malheureusement il faut des forces sociales pour faire vraiment changer les choses, et ça on l'a vu en 98, c'était incroyable, ça n'a pas empêché Jean-Marie Le Pen d'arriver au second tour des élections en 2022, donc 4 ans après. En 2002, pardon, pas 2022, mais 2022 il y a aussi Le Pen. 2022, Mais effectivement, il y a cette idée-là, et effectivement, ça offre des espaces de résonance pour des imaginaires et pour un monde qui se construit avec des valeurs sans doute plus démocratiques et humaines. Un mot là-dessus, Quentin, pour conclure. Non, pas sur Jean-Marie Le Pen, enfin, c'était Marine Le Pen en l'occurrence en 2022, mais sur le fait que peut-être le foot permet un peu plus fort que ce que voudraient bien imposer des Trump et consorts. Il crée un imaginaire, c'est certain. Cet imaginaire-là, comme vous l'avez dit, reste relativement limité dans le temps. On le voit au niveau des élections. Et oui, des mythes peuvent se créer. Il y a un temps de mobilisation sociale et collective. Mais en général, c'est rapidement après les compétitions, le cours des affaires reprend. Bon, ce qui est certain, c'est que dans cette France qui a chaud au sens propre comme au sens figuré, il y aura peut-être une pause ce soir aux alentours de 22h heure de Paris avec le coup d'envoi de France-Maroc, premier quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Ça se joue du côté de Boston. Nicolas, on a une pensée dans l'équipe de Parlons-en pour Christophe Glaise, votre confrère de SoFoot, qui est toujours incarcéré en Algérie, où il a été condamné en juin 2025 à 7 ans de prison pour avoir fait son travail. Le journalisme de football, comme sur tout autre sujet, n'est pas un crime. Et on pense à ses proches. Merci infiniment Nicolas Xismartov de SoFoot, donc auteur de Latéral Gauche, figure du foot politique, d'être venu à distance discuter avec nous. Séguir Lazri, merci beaucoup, sociologue du sport, on vous lit dans le Nouvel Obs. Et Corentin Roland, on vous lit, on vous voit de ci, de là, vous êtes indépendant. Merci infiniment. Merci à vous. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de cette émission.